D'abord, j'aimerais qu'on évoque ce sujet si lourd, si dur, des commémorations du 13 novembre, il y a 9 ans, vendredi 13 novembre 2015, 130 personnes qui étaient tuées lors de plusieurs attaques simultanées au Stade de France, au Bataclan et sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements. 486 personnes prises en charge dans les hôpitaux parisiens le soir même. On va écouter le témoignage ce matin d'un papa qui a perdu son fils au Bataclan. Il aimerait qu'on entende son message. Il faut, dit-il, que la prévention, la précaution soit en permanente, vraiment permanence parmi nous. Écoutez-le. Chaque jour, chaque nuit, on pense à notre fils, on pense aussi à toutes les victimes. Et ce qu'on voudrait surtout, c'est que désormais, ce soit le principe de précaution qui prévale. Parce que c'est bien de commémorer, c'est bien les fleurs, les discours, mais il faut agir en amont. Et on sait très bien que l'amont, c'est réguler un petit peu les forces mauvaises qui essaient de détruire notre pays. Le travail va être très difficile parce que après tant d'années de laxisme, on se retrouve effectivement dans des situations difficiles à contrôler. C'est intéressant ce que dit ce papa François Pepponi. Il dit, c'est bien les fleurs et les bougies, c'est bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça revienne, pour que ça... Que ça ne revienne pas. Oui, que ça ne revienne pas, pardon. Que l'ordre revienne. Que l'ordre revienne. Qu'est-ce qu'on fait pour que l'ordre revienne? Regardez demain soir, ce match. Le hasard des dates fait que le lendemain, on doit mettre des forces de l'ordre considérables pour protéger à l'intérieur. Mais dans Paris, il y a autant de policiers déployés dans Paris qu'autour du Stade de France. Les terroristes avaient essayé de rentrer dans le stade, ils n'étaient pas arrivés, avaient fait sauter leur ceinture d'explosifs devant le stade, et ensuite étaient répandus dans tout Paris pour semer la mort et la terreur. Donc on sait que demain, il y aura beaucoup de policiers au Stade de France, et que les terroristes potentiels se disent c'est ailleurs qu'il faut aller. Voilà. Et donc on est tout le temps sur le qui-vive, et effectivement, M. Albertini a raison de dire comment on fait pour que ça n'arrive plus. Parmi les terroristes, il y avait des jeunes Français. Mais oui. Voilà. Et donc, vous savez, moi, il y avait une femme qui gérait une école de la communauté musulmane, et des gens de TF1 l'avaient interviewée en disant mais pourquoi vous ne mettez pas vos enfants dans l'école publique? Et elle avait répondu tous les terroristes étaient sortis de l'école publique, donc pour protéger nos enfants, on les met dans les écoles privées. Et quand on avait regardé, une partie des terroristes français, tous les terroristes français, étaient passés par l'école de la République. Donc il y a quelque chose qui a dysfonctionné, il faut qu'on en tire les conséquences. Écoutons un autre témoignage. C'était un rescapé du Bataclan. Il revient sur la scène d'horreur qu'il a vécue il y a 9 ans. Il s'appelle Julien Pierce. Et il tirait en rafale, à l'aveugle. Il faisait un mouvement circulaire avec son arme, dans un premier temps. Tous faisaient ça. Donc immédiatement, toute la foule s'est mise à plat ventre, s'est mise face contre terre. On s'est vite retrouvé avec une ou deux personnes sur nous, à se faire piétiner parce que beaucoup de gens voulaient, coûte que coûte, rejoindre la scène, se mettre à l'abri. Et ces personnes-là, j'ai vu 2 de ces personnes qui se sont relevées trop tôt, malheureusement, et qui se sont fait prendre pour cible et ont été abattus sous mes yeux. Et donc, on est resté blotti pendant plusieurs minutes, caché d'une certaine manière contre le sol, à se mettre les mains sur la tête pour se protéger d'une manière ou d'une autre des rafales qui n'arrêtaient pas. Quand il y avait une Kalachnikov qui se taisait, il y en avait une autre qui recommençait. Ce témoignage qui a été recueilli en novembre 2015, Louis Dragnel. Julien Pierre, c'était journaliste à Europe 1. Exactement, il présentait notamment la matinale d'Europe 1, et c'est vraiment c'est un grand journaliste qui était toujours humble et discret, qui en parlait très peu. Et on savait son courage, et il a été très marqué. Il n'est plus maintenant chez vous? Marc Toiti. Oui, vous vouliez dire? Non, simplement, par rapport à la remarque de M. Pepponi, c'est vrai qu'on a une situation où on se dit qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Finalement, on a l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons de ce drame. Et justement, le fait que... Parce qu'encore une fois, quand on discute autour de nous, quand on habite à Paris, c'est également vrai malheureusement dans beaucoup de villes de province, on a peur. On est inquiet, on met plus sa montre maintenant quand on prend le métro. Donc finalement,
ça a empiré, la situation a empiré. Et si je reprends ma casquette d'économiste, d'un point de vue économique, quand on a une telle situation d'instabilité, d'insécurité, ce n'est pas bon, évidemment, pour l'activité économique, pour la croissance, pour l'emploi. Et ça, c'est extrêmement dangereux. On a tiré les leçons en termes de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Oui, sauf qu'on a toujours des craintes aujourd'hui d'un point de vue social. Mais la prévention, en fait, éviter que ça recommence, récupérer les jeunes, ça n'a pas si on doit mettre 4 policiers... Attendez, pas tous en même temps. Ça veut dire qu'on a quand même... On n'a pas résolu le problème. Vient d'où? Louis Le problème Dragnel. vient du fait qu'effectivement, d'un point de vue sécuritaire, la menace projetée est moins une préoccupation, puisqu'il y a énormément de travail qui a été fait avec les services de renseignement en amont. Et on parle tout le temps de ce qu'on appelle la menace endogène. En fait, ce sont des gens avec des cartes d'identité françaises qui, il faut le dire, pour beaucoup sont issus de l'immigration et qu'on n'a pas réussi à assimiler et qui ont la tentation, pour certains d'entre eux, du radicalisme et donc de se faire sauter de cette manière-là. Et là-dessus, c'est ce qui est le plus difficile, c'est sur le stock, c'est sur ceux qui font partie de nous. Ils sont consubstantiels de la nationalité, de la nation française, puisqu'ils ont une carte d'identité, la même que la vôtre et la mienne. Et tout le problème est là. Théo Grévin est avec nous, journaliste à Europe 1. Bonsoir Théo. Vous étiez sur les lieux ce matin. Il y a une petite chapelle à proximité du Bataclan où se retrouvent les familles des victimes. Expliquez-nous. Elles s'y retrouvent parce que, vous le disiez, on a entendu le père de famille. Ces familles-là, finalement, elles se retrouvent le 13 novembre. Mais, dans la rue. Dans la rue, et elles ont besoin de se recueillir pourtant toute l'année, ces familles-là. Et donc il y a une chapelle qui est dans l'église Saint-Ambroise. L'église Saint-Ambroise, elle est à 500 mètres du Bataclan. Cette chapelle, elle est visible dès l'entrée de l'église. Il y a des peintures murales, des statues, bien évidemment, du Christ, etc. Et des cierges allumés par dizaines parce que depuis quelques années, les familles viennent se recueillir ici, les familles et les anonymes. Et le père Pascal Nègre, qui est le prêtre de cette paroisse, constate de plus en plus la présence d'anonymes qui viennent allumer des cierges. Et il y a la liste de toutes les victimes des attentats. On voit tous ces prénoms, Stéphane, Claire, ces 130 noms. Il y a une plaque de marbre là. Une plaque et les familles donc, ou des anonymes viennent se recueillir devant cette plaque. C'est un moment de recueillement, elles ont besoin d'être seules, il ne faut pas venir les déranger. Et c'est assez intéressant, on peut peut-être entendre le père Pascal Nègre qui nous parle de cette chapelle. Écoutons-le. Très beau message d'espérance. Depuis les attentats de 2015, assez naturellement, ce lieu est devenu un lieu de recueillement. Il faut mesurer que le Bataclan, c'est pas que les victimes et les familles des victimes, c'est tout le quartier. Le Bataclan et d'ailleurs les autres attentats et les terrasses de café. Le patron du bistrot du coin en face de l'église a perdu sa femme à la terrasse du Petit Cambodge. Le quartier tout entier, tous mes paroissiens ont vécu, jeunes et vieux, les attentats du Bataclan. Donc en réalité, ça marque très sensiblement, au-delà même des familles des victimes. Voilà pour le curé de Saint-Ambroise. Théo, il y a aussi les familles des victimes. Il y a aussi les familles. On a vu la plaque, donc cette plaque avec les 130 noms. Et parmi ces noms, il y a Manuel Pérez, 40 ans, il a été tué au Bataclan. C'était un père de famille, il avait deux petites filles, il était producteur de musique. On comprend pourquoi il était présent ce soir-là, c'était un concert. Et sa sœur, elle, qui est catholique mais non pratiquante, eh bien, se rend régulièrement au sein de cette chapelle. On peut l'écouter. C'est un tel arrachement, cet événement-là. En 2015, c'est un truc complètement inouï. Mais dans cette circonstance-là, mon frère m'a été arraché. Et cette chapelle permet d'approcher une forme de consolation et de réconfort. Cet endroit est plein appelez ça comme on veut, de l'esprit, de présence. Je pense souvent à mon frère. Et quand je vais y penser spécialement, je me rends à Saint-Ambroise. J'y trouve du réconfort. Pour ce témoignage bouleversant, Théo Grévin. Poignant, et elle explique que voilà, il y avait la cérémonie officielle aujourd'hui avec Michel Barnier qui était présent, certains membres de son gouvernement, mais elle trouve plus de réconfort en allant dans cette chapelle. Et cette chapelle qui va être rénovée parce qu'elle s'abîme au fur et à mesure. Et l'objectif, c'est qu'elle soit rénovée pour les 10 ans des attaques de Paris l'année prochaine. Merci de nous avoir fait découvrir ce lieu de recueillement, d'apaisement de l'église Saint-Ambroise pour toutes ces familles de victimes. C'est important qu'on puisse chacun avoir ce temps de paix, de recueillement pour les victimes, Naïma. Oui, je pense que c'est important, c'est d'aller chercher du réconfort. Je trouve ça extrêmement, ça fait du bien. Mais vous savez, je me souviens de ce qui s'est passé. Moi-même, j'avais 2 enfants qui étaient sur Paris
et tous les amis qui s'envoyaient des SMS pour se réconforter. C'est aussi les jeunes dans leur diversité qui ont été aussi décimés, parce que, rappelons-le, hein, c'est différent de ce qui s'est passé avec l'attentat sur Charlie Hebdo. Là, c'était vraiment des jeunes dans les terrasses, il y avait les jeunes de la belle équipe, il y a eu des fratries qui ont été assassinés. Et vous voyez, ce qui me fait de la peine, là, je vous le dis comme je le ressens, c'est que malgré tout, il y a eu d'autres attentats. Il y a eu d'autres attaques. Il y a eu d'autres... Nice. Comment oublier Nice? Exactement. Mes collègues policiers de Magnanville, les 2 jeunes filles à Marseille, les 2 cousines dont justement la stèle a été saccagée. Voilà, il y a eu d'autres et malheureusement, je trouve que le monsieur Albertini, je crois qu'il a dit, il faut être beaucoup plus dans la précaution. Et on n'arrive pas. Le principe de précaution, et on n'y arrive pas, malheureusement. On n'arrive pas à se résoudre à l'inacceptable. Petite pause.